Aujourd'hui, on a des montants de 50 millions, notamment encore récemment. Alors, Martine Samuelian, je suis un membre de Janté, pôle Banque Finance Assurance. Et nous conseillons les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les prestataires de services d'investissement, les entreprises de paiement, enfin toutes les entités de ce secteur régulé depuis, en ce qui me concerne, maintenant presque 30 ans. Je suis également membre du conseil des associés de Janté. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un grand nombre de collaborateurs très investis et depuis le 1er janvier 2023, un nouvel associé, dans la personne d'Olivier Lyon-Lynch. Je m'appelle Olivier Lyon-Lynch. Je suis associé au cabinet Jantet depuis le 1er janvier 2023 au sein du département Banque Finance Assurance et j'ai développé une pratique spécifique en matière de contentieux et conseil dans l'univers bancaire, financier et assurantiel. J'ai également développé une pratique plus spécifique en matière de droit des assurances, tant dans le domaine du conseil que du contentieux. Alors effectivement, il y a deux types de nature de sanctions qui peuvent être prononcées. Des sanctions disciplinaires, qui sont le blâme, l'avertissement, les interdictions temporaires d'exercer, la suspension d'exercice, le retrait d'agrément, mais également des sanctions pécuniaires de montants qui peuvent aller jusqu'à un maximum de 100 millions, et en matière de manquement au dispositif LCBFT qui peuvent aller jusqu'à 10% des chiffres d'affaires. Donc c'est des montants qui sont extrêmement importants et que jusqu'à présent n'ont pas été atteints, en tout cas, pour ces montants maximum. Mais il y a également pour les dirigeants des établissements qui sont mis en cause des sanctions qui peuvent également être prononcées à leur encontre et à titre personnel. Et ces sanctions, elles sont également donc pécuniaires pour un montant maximum plus réduit de 5 millions d'euros. Donc ça, ce sont traditionnellement les deux natures de sanctions qui sont prononcées. Il y en a une dont on parle moins, mais qui correspond tout de même à une sanction, c'est la publication nominative des décisions qui sont rendues, c'est-à-dire avec le nom de l'établissement mis en cause, qui constitue également un type de sanction non nommément désigné dans les textes, mais qui, dans les faits, s'assimile à une sanction. Juste pour compléter, évidemment, toutes ces décisions qui sont rendues par la commission des sanctions de la CPR peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'État. C'est un recours de pleine juridiction et qui doit être formé dans les 2 mois de la notification de la décision qui a été rendue. Tout d'abord, il y a certains éléments qu'on retrouve de manière récurrente dans les décisions et il y a également des incertitudes majeures que rencontrent les acteurs. Alors, sur les éléments récurrents qu'on retrouve dans les décisions de la Commission des sanctions ces dernières années, tout d'abord, il y a une faible place qui est laissée aux arguments procéduraux. Prenons quelques exemples. Par exemple, l'atteinte au droit de la défense. La Commission des sanctions, dans une décision relativement récente, a pu considérer que l'on pouvait retenir l'atteinte au droit de la défense que lorsqu'elle présentait un caractère irrémédiable. Donc c'est une notion qui n'est pas nécessairement définie, qui peut être considérée comme relativement vague, mais c'est une condition pour que cette atteinte au droit de la défense soit retenue par la Commission des sanctions. Autre exemple, par exemple, l'imprécision des griefs. La Commission des sanctions a pu apporter quelques précisions sur cet argument qui a pu être soulevé par des établissements poursuivis. Par exemple, la Commission des sanctions a pu écarter cet argument au motif que la règle en cause serait claire
de sorte qu'elle apparaisse raisonnablement prévisible par les professionnels concernés pour que le comportement litigieux constitue un manquement. Donc, elle encadre, elle répond, elle apporte des éléments pour savoir si un tel argument est susceptible d'être tenu. Autre exemple, par exemple, l'étendue de la saisine de la commission des sanctions. La commission des sanctions nous précise qu'elle est exclusivement tenue de se prononcer sur les faits soumis à son examen. Autre point, la commission des sanctions nous dit que le périmètre de sa saisine est exclusivement fixé par la notification. Elle nous le dit notamment dans le cadre de la décision Mutuelle d'Ivry de 2014. Donc une faible place laissée aux arguments procéduraux. Ensuite, on note également comme caractéristique dans les différentes décisions de la commission des sanctions que peu de griefs notifiés sont considérés comme non fondés par la commission des sanctions. On retrouve que quelques décisions dans lesquelles la commission des sanctions a pu considérer que les griefs notifiés n'étaient pas fondés. Par exemple, elle a pu retenir que l'obligation à la charge des établissements n'était pas suffisamment claire. Elle a pu également retenir qu'une obligation, qu'une règle en matière de contrôle périodique n'était pas applicable à l'établissement poursuivi. Un autre exemple, elle a pu également retenir que les conditions en matière d'examen renforcé n'étaient pas réunies. Dans ces conditions, elle a écarté, elle a considéré que le grief notifié n'était pas fondé. Donc, une faible place aux arguments procéduraux. Peu de griefs notifiés sont reconnus comme non fondés. Ensuite, on a également comme constante la nature des sanctions. On retrouve très fréquemment comme sanction prononcée par la commission des sanctions un blâme et une sanction pécuniaire. Surtout dans le domaine, par exemple, de la lutte contre le blanchiment d'argent. On a également une quatrième caractéristique, une quatrième constante, qui est le principe de la publication non anonymisée. Ce principe, il est fondé par une disposition du Code monétaire et financier et qui s'appuie notamment sur le caractère pédagogique de la publication de la décision non anonymisée. Toutefois, il y a deux exceptions à cette non-anonymisation de la décision. Première exception, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers. Et deuxième exception, lorsqu'elle risque de lorsqu'elle cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Alors, on a des éléments qui sont récurrents, je viens de les énoncer, mais on a également des incertitudes majeures qui demeurent pour les acteurs. Tout d'abord, on a une évaluation complexe du quantum de la sanction pécuniaire en l'absence de détermination de critères précis, c'est le premier point. Ensuite, on a une infirmation relativement rare en cas d'exercice des voies de recours devant le Conseil d'État. Et ensuite, sur la question de la publicité des audiences, ce point a été évoqué tout à l'heure par Martine, où vous pouvez vous opposer, un établissement poursuivi peut s'opposer à la publicité des audiences à la condition qu'il justifie des circonstances particulières. Mais encore une fois, on essaie une difficulté à appréhender cette notion de circonstances particulières. On a constaté une évolution au niveau du montant des sanctions. En termes de sanctions disciplinaires, on est maintenant dans une situation où on sait, par exemple, traditionnellement, que si ce sont des manquements au dispositif LCBFT qui sont prononcés, ça va être généralement un blâme et pas un avertissement qui sera posé comme sanction disciplinaire. En revanche, en termes de sanctions pécuniaires, on a une évolution significative et totalement exponentielle du montant des sanctions qui sont prononcées. Pour vous donner un exemple, on avait dans les années 2012-2014
un montant maximum de sanctions pécuniaires qui était de 10 millions d'euros qui avait été prononcé à l'encontre de quelques établissements. Aujourd'hui, on a des montants de 50 millions, notamment encore récemment. Donc, au niveau de ce montant de sanctions pécuniaires, ça a véritablement augmenté significativement. Et dernier point sur la question de l'anonymisation ou du caractère nominatif de la décision, on a vu désormais un durcissement de la commission des sanctions qui accorde cette anonymisation de manière extrêmement peu nombreuse. C'est-à-dire, je pense, être celle qui a obtenu la dernière décision rendue de manière anonymisée, et il n'y en avait pas eu depuis 7 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est véritablement tout à fait exceptionnel pour l'obtenir. Alors, vous avez effectivement lu un communiqué qui a été publié en novembre dernier et qui, en fait, rappelle la règle. La règle, c'est que les audiences sont publiques devant la commission des sanctions de la CPR. Mais dans la pratique, en réalité, tous les établissements qui étaient mis en cause demandaient à ce que l'audience se tienne à huis clos, et c'était, on va dire, systématiquement accordé. Pour des raisons dont on pourrait débattre ici, notamment de transparence, notamment de position, tel qu'il peut y en avoir côté commission des sanctions de l'AMF, vis-à-vis des régulateurs étrangers, il a été manifestement décidé d'assortir désormais cette demande de huis clos de conditions. Il faut que l'établissement soit en mesure de justifier des raisons pour lesquelles il sollicite cette audience à huis clos. Ce qui n'était pas exactement la situation dans laquelle on se trouvait précédemment. On n'avait pas particulièrement à justifier de la demande de huis clos, même si on le faisait évidemment, mais ce n'était pas encore un vrai sujet à débattre. Depuis ce communiqué que vous avez cité, c'est devenu le cas. Et ce que l'on ne sait pas à ce stade, c'est comment la commission des sanctions va se positionner sur ces conditions qui doivent être argumentées et développées par l'établissement pour obtenir le huis clos. À ce stade, depuis la publication de ce communiqué, ce que l'on sait, c'est que sur le site de la CPR, comme ça existe d'ailleurs sur le site de l'AMF, mais sur le site de la CPR, il y a désormais les dates auxquelles il va se tenir des audiences de la commission des sanctions de la CPR. Il n'y a pas encore de précision sur les modalités et il y a eu à ce stade une seule audience publique qui s'est tenue. Donc l'année 2023 va nous donner des précisions sur les conditions dans lesquelles les audiences vont pouvoir se tenir de manière publique ou à huis clos. Alors là, pour le coup, c'est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce jour, la commission des sanctions a prononcé plus de 99 décisions. Et la grande majorité, plus de la moitié, porte sur la thématique du blanchiment d'argent. Plus de 53 décisions à ce jour portent sur cette thématique-là. Après, on a des thématiques qui sont plus variées, comme sur le contrôle interne, on a 19 décisions, sur les contrats en déshérence, où on a 9 décisions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une majorité de décisions qui sont rendues dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors effectivement, à ce stade, il n'y a, côté commission des sanctions de la CPR, pas de détails, de précision qui aient été donnés sur les critères d'aggravation ou d'atténuation qui sont pris en compte par la commission des sanctions pour statuer sur les sanctions à la fois disciplinaires et pécuniaires. Les seules indications que les professionnels ont résulte de la lecture des décisions de la commission des sanctions, parce que, évidemment, en les lisant, on arrive à dégager ces critères, et notamment, à titre d'exemple, on sait que
lorsque l'établissement assujetti appartient à un grand groupe, soit d'assurance, soit bancaire, nécessairement cette appartenance laisse penser à la commission des sanctions que l'établissement ne peut pas ne pas connaître ou méconnaître ses obligations en matière notamment de LCBFT ou d'autres sujets ou obligations professionnelles. Donc ça, c'est ce type de critères que l'on arrive à dégager lorsque l'on lit les décisions de la commission des sanctions. De la même façon, on sait qu'un critère d'atténuation qui est régulièrement regardé par la commission des sanctions, ce sont les délais, les modalités et le coût des éventuelles actions de remédiation qui ont été mises en place par l'établissement assujetti pour pallier, voire améliorer le dispositif qui est critiqué devant la commission des sanctions. Cela étant, à nouveau, c'est notre analyse, et comme les décisions de la commission des sanctions ne sont pas rendues avec nécessairement tous les détails, notamment chiffrés, puisque par exemple un autre élément qui est pris en compte, c'est la situation financière des établissements mise en cause. Mais vous n'avez pas nécessairement dans la décision le chiffre d'affaires, les résultats, les bénéfices, etc. Donc vous arrivez par recoupement à avoir une idée de, on va dire, l'amplitude de ce critère tel qu'il est pris en compte, mais pas de manière détaillée. Et c'est vrai que moi je considère qu'il y aurait des travaux à mener, tel que ça avait été le cas dans le cadre de rapport Noquet que vous avez cité, pour préciser quels peuvent être ces critères d'aggravation et d'atténuation des sanctions, qui pourraient être utiles à la fois pour faire progresser la pratique, mais également pour donner le caractère pédagogique, parce que ça c'est un point qui est extrêmement important et qui probablement explique la raison pour laquelle les décisions sont publiées de manière nominative, parce que ça fait partie de la pédagogie à travers laquelle la commission des sanctions et la CPR veut transmettre ses attentes vis-à-vis des établissements assujettis. Quelques jours avant la tenue de l'audience, le représentant du collège qui est la poursuite téléphone à l'avocat en cause et lui dit voilà, je vais réclamer un montant ou une sanction de tel montant. Donc ça va être sa demande. Et ensuite, en fonction de cette demande et des arguments de défense qui ont été présentés, la commission des sanctions, sur la base des critères dont on arrive à déterminer à la lecture des décisions, va prononcer les sanctions qu'elle estime appropriées au regard de la gravité des manquements, de leur durée, des actions de remédiation qui ont été mises en cause, etc. Alors, 2 points. Tout d'abord, le prononcé systématique de sanctions, quasi systématique de sanctions pécuniaires. Et le deuxième point, c'est l'augmentation exponentielle des montants des sanctions. On le voit notamment à travers 2 décisions. La décision prononcée à l'encontre de la Banque Postale en 2018, qui a prononcé une sanction pécuniaire de 50 millions d'euros. Et on l'a vu très récemment par une décision de la commission des sanctions de l'AMF dans l'affaire H2O, qui a prononcé une sanction totale d'environ 93 millions d'euros.